Bonsoir, heureux de vous savoir à nouveau nombreux pour regarder cette émission. Évidemment, c'est Face à l'actu. Avec l'invité, on va analyser et commenter quelques faits d'actualité tels que traités par la rédaction de STV. C'est dimanche 29 mai 2022. Nous allons grandement et évidemment parler de cette situation qu'on a pu observer ici à Douala, à Bali, dans la localité qu'on appelle Dikolo, une expropriation qui fatalement s'avère ou alors montre un certain nombre de manquements. Avec l'invité, on va essayer de remonter les procédures d'obtention, du moins les procédures qui ont été observées ou qui s'observent généralement dans ce cas d'espèce, notamment l'obtention d'une DUP, une déclaration d'utilité publique. Évidemment, d'autres faits de l'actualité vont meubler cette émission. On ira aussi bien à Douala, Yaoundé et quelques autres localités du pays. Je reçois ce soir M. Roger Raoul Bélibi. Il est administrateur civil principal. Il est également directeur des domaines au ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Bonsoir Bélibi. Bonsoir Dipita. Bonsoir aux téléspectateurs de Spectrum Télévision. Merci infiniment d'être des nôtres. Vous êtes parti de Yaoundé spécialement pour évidemment échanger avec nous ce soir. Si je vous demande, en quoi consiste votre travail au quotidien? La direction des domaines dont j'ai la charge s'occupe essentiellement des questions liées à l'expropriation pour cause d'utilité publique, aux questions d'indemnisation, à la gestion du domaine privé de l'État et à la gestion du domaine public. D'accord. Pour faire simple, on va peut-être commencer par quelques définitions, toujours dans le cadre de cette compréhension. On pourra faire déclaration d'utilité publique, on pourra faire domaine privé de l'État, on pourra faire domaine public de l'État, pour savoir exactement de quoi il est question. Commençons peut-être par la déclaration d'utilité publique. Avant que de me pencher sur la déclaration d'utilité publique, je voudrais rappeler, c'est-à-dire c'est un bref rappel pour que nous tous, nous puissions avoir certains fondamentaux lorsque nous allons échanger. En effet, les ordonnances de 1974, naturellement, c'est-à-dire ordonnance numéro 74/1 et numéro 74/2, définissent le régime foncier et le régime domanial au Cameroun. D'accord. Donc, dans cette perspective, nous avons donc l'ordonnance de 74/1 qui définit le régime foncier et qui fait du titre foncier la certification officielle de la propriété foncière. Tandis que l'ordonnance 74/2 catégorise les terrains, les domaines de notre triangle national. Nous avons ici le domaine public, le domaine national et le domaine privé. Le domaine public est celui-là que nous ne pouvons pas avoir en tant que propriété. Il est insaisissable et insusceptible de l'appropriation privée. Nous avons le domaine public naturel, les façades maritimes, les fleuves et leurs emprises, les rochers, mais également à côté de ce domaine public naturel, nous avons le domaine public artificiel, qui est constitué de tous les terrains qui ont été classés au domaine public, c'est-à-dire les routes, les barrages, le transport de l'énergie, tous ces corridors-là font partie du domaine public artificiel. Lorsque nous avons parlé du domaine public, nous avons le domaine national. D'accord. Il est constitué de toutes les terres qui ne sont ni du domaine public, ni immatriculées. Ce sont des terres qui appartiennent à la nation. Il y a deux catégories de domaine national. Il y a le domaine national de première catégorie qui a connu une occupation ou bien une exploitation ou bien une mise en valeur. Vous avez conçu une maison, vous avez fait ceci. Ensuite, vous avez un domaine national de deuxième catégorie. Il est indemne, exempt de toute occupation ou de toute exploitation. C'est celui-là qui est à la disposition de tous les Camerounais et même des étrangers pour des projets d'intérêt particulier ou d'intérêt général. Enfin, nous avons le domaine privé.
c'est le domaine privé des personnes physiques, c'est-à-dire des terres qui ont des titres fonciers. C'est ça le domaine privé. Toutes les terres qui ont des titres fonciers rentrent dans la catégorie des domaines privés. Nous avons donc le domaine privé des personnes physiques, le domaine privé des personnes morales de droit privé et le domaine privé des personnes morales de droit public. Et là-dedans, nous avons l'État, les collectivités territoriales décentralisées et les entreprises et établissements publics. Donc, je voulais commencer par cette question fondamentale pour que nous sachions quelles sont les différentes catégories de domaines que nous avons avant de passer au niveau de quelques principes plus sérieux, tels que vous l'avez dit, la DEP. Peut-être qu'avant d'aller au niveau de la DEP, je voudrais dire que la DEP en elle-même n'est pas un élément détachable de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, c'est un élément du processus, c'est l'élément déclencheur de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité. C'est le document incontournable qu'il faut avoir pour faire partir des gens qui ont des propriétés privées et peut-être permettre au pouvoir public de manœuvrer afin d'installer une propriété à utilité publique. Bon, pour qu'on puisse se comprendre, absolument, peut-être faudrait-il que nous allions dans la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique. Pour qu'on puisse exproprier une personne, c'est-à-dire une personne qui a son titre foncier, qu'on puisse l'exproprier de façon unilatérale, c'est-à-dire prendre sa propriété de façon unilatérale, il n'y a que l'État qui a cette compétence. C'est la compétence exclusive de l'État. Aucune autre personne morale de droit public ne peut le faire. Donc, lorsque cette procédure est engagée, l'administration qui sollicite un terrain pour un projet saisit le ministre en charge des domaines d'une demande de déclaration d'utilité publique. La déclaration d'utilité publique, c'est quoi? C'est que le ministre en charge des domaines déclare les travaux à réaliser d'utilité publique et pour ce faire, le site sollicité devra être mis à la disposition de l'État. Et pour que cela soit, lorsque l'administration demanderesse à formuler sa demande et que le ministre des Domaines a jugé pertinente la demande, il prend donc cet arrêté déclarant d'utilité publique les travaux nécessaires, les travaux envisagés. C'est dans tous les domaines, que ce soit les domaines énergétiques, infrastructurels, économiques, sociaux et même culturels parfois. Alors, une fois cet acte posé, il est transmis au ministre ou alors à l'administration demanderesse pour qu'elle puisse mobiliser les ressources nécessaires pour faire fonctionner, pour faire avancer la procédure. En même temps, l'autorité administrative compétente est saisie pour qu'elle puisse mettre en branle la commission de constat et d'évaluation du site des biens impactés par l'expropriation envisagée. À ce niveau, le préfet constate. Le préfet, ça peut être le préfet, ça peut être une commission préfectorale, une commission régionale ou alors une commission nationale. Ce sont des commissions statutaires, c'est-à-dire prévues par le décret déjà créé par la loi et organisées. La composition a été fixée et organisée par le décret portant application du décret de la loi portant expropriation pour cause relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique. Autant pour moi. D'accord. Donc, à ce niveau-là, le préfet compétent, ou alors le gouverneur compétent, ou alors le ministre en charge des domaines, constate la composition de la commission. Donc là, vous êtes déjà dans la procédure. Oui. Avant peut-être d'y arriver, j'ai comprendre le premier élément
de cette émission avec votre permission. Et on l'a suffisamment dit, cette actualité autour de Dikolo a pu faire sortir le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Iva Dipoua, qui a regroupé ou réuni hier ici dans ses services à Bonandio, l'ensemble des personnes intéressées, impactées par cette actualité-là. Il s'agit des élus locaux, des autorités traditionnelles, les familles des personnes expropriées et bien d'autres. Je vous suggère à l'issue de cette rencontre d'écouter la réaction du gouverneur qui retrace un peu l'ambiance des travaux. Suivez plutôt. Il était question pour nous de dresser d'abord le constat que cette casse a fait très mal dans les cœurs des Bellois, de la population de Douala, du Cameroun et d'ailleurs. Puisque lorsqu'on voit ces images, c'est assez traumatisant. Mais il a été question aussi pour nous de pouvoir regarder dans quel contexte cela a été fait. Et c'est un dossier qui date pratiquement depuis 2014. Les procédures ont été multiples et à la fin, je crois qu'il y a un élément qu'il est nécessaire de signaler. Puisqu'il y avait plusieurs concertations, alors il se trouve qu'une partie de cette population était au fait, n'est-ce pas, de ce que, de manière imminente, la casse allait se produire. Mais il fallait au préalable qu'ils touchent leur indemnisation. Et ça fait donc que beaucoup ayant touché ont libéré des maisons. Et lorsque la casse se passait, il n'y avait pas de gens dans les maisons. Donc, ceux qui n'avaient pas été présents et peut-être qui n'avaient pas été recensés se sont effectivement trouvés choqués parce qu'on est arrivé à faire des bruits alors qu'ils n'avaient rien touché au départ. Vous comprenez? Donc moi j'ai tenu à ce que nous puissions d'abord calmer les esprits. Et j'ai mis sur pied un comité ad hoc avec les élites de ce canton, les parlementaires, les services techniques, pour qu'on puisse revisiter ce terrain de fond en comble, voir là où les casses par exemple ont débordé et enregistrer ceux qui ont été victimes de manière collatérale pour ces casses. Et nous faisons ainsi un rapport à l'adresse de la haute hiérarchie. Et pour l'instant, j'ai demandé également que l'investisseur arrête d'abord les travaux le temps que cette commission ad hoc travaille et nous rende, n'est-ce pas, la copie. Et donc, ils ont un mois à attendre pour que cette commission travaille en toute quiétude. Et après cela, on pourra avoir des conclusions plus tard. C'est dit qu'on en saura certainement davantage d'ici la fin du mois de juin, puisque le gouverneur donne un mois à la dite commission ad hoc pour évidemment faire de la lumière sur cette question de Dikolo. On va poursuivre notre émission avec l'invité de ce soir, Roger Raoul Belibi. Je l'ai dit, il est administrateur civil principal, directeur des domaines au MINCAF. On poursuit donc avec la déclaration d'utilité publique. Dans sa procédure, de quoi est-il véritablement question? Comment ça s'opère? La déclaration d'utilité publique est définie dans le décret numéro 1872 du 16 décembre 1987 qui décline de façon claire comment est-ce que ce document s'obtient. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le ministre ou bien l'administration demande de saisir le ministre des Domaines d'un certain nombre de documents qui attestent de que ce soit par exemple les financements relatifs à l'indemnisation et devraient être mentionnés, c'est-à-dire au niveau des visas, on va montrer qu'il y a telle ligne. Ça veut dire qu'il y a un certain nombre d'éléments qui composent. On peut en citer quelques-uns? Oui, on peut en citer. Je viens de vous dire la preuve que il y a des financements pour pouvoir indemniser les personnes impactées. D'accord. Que le projet est pertinent, déjà, la pertinence du projet, et l'imminence de celui-ci. Donc, entre autres documents,
qui sont souvent demandées. Pertinence du projet, ça veut dire un projet d'intérêt public. D'intérêt public, oui, ou d'intérêt général. Voilà. Donc, lorsque c'est l'État, c'est pour ça que lorsque l'État engage un projet, il est d'intérêt public, forcément. Ce ne serait pas un projet d'intérêt privé. D'accord. Voilà. Alors, on est toujours dans la procédure. On est au niveau de l'autorité demanderesse ensuite. Ok. Lorsque l'autorité demanderesse suit le ministre et que les éléments sont pertinents, il y a donc cet arrêté qui intervient et qui fixe à peu près le cadre dans lequel les choses devraient commencer et se dérouler. Et comme vous m'avez dit, quand vous m'avez coupé tout à l'heure, nous étions déjà dans la procédure où le ministre a saisi l'administration demanderesse qui, on suppose, a mobilisé les financements. Et maintenant, la commission de constat d'évaluation, est mise en branle et elle est pluridisciplinaire, interministérielle, parce qu'il y a plusieurs administrations qui interviennent, les domaines, le cadastre, le ministre en charge de la construction, les représentants du ministre en charge de l'agriculture, de l'énergie, de l'eau et de l'énergie. Donc, tout un ensemble de responsables compétents qui se mettent ensemble pour faire les évaluations. Plus les ayants droit. Les ayants droit, ils sont naturellement, il faut les recenser. D'accord. Non, je voulais savoir si les ayants droit font partie de la commission constituée éventuellement pour cette procédure-là. Non, ce sont plutôt les notabilités, le maire, un député. Notabilité, ça dit chef traditionnel, oui, chef traditionnel, un élu local, le maire de la localité. Non, le maire de la localité. Ils sont associés à ces travaux-là. Les élus de la nation aussi, députés? J'en ai parlé, c'est ce dont je parlais tout à l'heure. Il y a un élu, un député. Donc, lorsque cette commission qui est pluridisciplinaire se met en branle, il y a la délimitation du site. C'est le préalable. On a choisi un site, il faut le délimiter afin de savoir quel est le périmètre dans lequel les constats et les évaluations vont se faire. Et qu'est-ce qu'on évalue? On évalue les terrains nus, on évalue les cultures, on évalue les cultures pérennes, pas des cultures vivrières. D'autant que la commission, le processus s'achève. Si ce sont des cultures vivrières, vous aurez récolté tout ce qu'il faut récolter. Donc les cultures pérennes, les constructions et tout autre ouvrage recensé par la commission. Par exemple, un puits, on doit le recenser, il a coûté quelque chose. Et lorsque ce travail est achevé, tout ceci c'est sous la coordination soit du préfet, soit du gouverneur, soit du ministre des domaines. Et lorsqu'ils ont achevé les travaux, il y a donc un dossier technique, c'est-à-dire le plan assorti des coordonnées. D'accord. Plus les états d'expertise de toutes les catégories de biens. Alors, avant qu'on entre dans le dossier technique, je voudrais savoir au niveau de la commission. L'autorité qui met la commission sur pied peut-elle constater, je veux dire, des manquements dans ce sens, qu'il manque peut-être un élu local, qu'il manque peut-être la notabilité, chefferie traditionnelle, qui ne sont pas présentes dans la composition. Je veux dire, y a-t-il possibilité de constater qu'une commission a des défaillances? Et qui constate éventuellement? L'autorité, c'est-à-dire le président de la commission de constat et d'évaluation, est celui-là même qui constate la commission. D'accord. Et je vous ai dit, ce sont des commissions statutaires. C'est-à-dire les membres sont désignés, sont déterminés, définis par le décret de 1987 portant application de la loi de 1985 relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique et aux modalités d'indemnisation. Mais qu'est-ce qu'il peut nous expliquer, hein? C'est peut-être le cas qui s'est passé à Dikolo, qu'il manque une entité qui n'est pas présente, par exemple les élus. Comment ça peut s'expliquer dans la constatation d'une telle... Pourtant, tout est clairement défini dans une loi. À ce niveau-là, n'ayant pas sous les yeux l'arrêté constatant la composition de la commission, il m'est très difficile de dire qu'il n'y avait pas d'élu ou bien il y en avait. Mais sinon, de façon claire, les membres sont connus. D'accord. Voilà. Alors, ensuite, après la constatation de la commission, on va donc à la constitution
du dossier pour l'expropriation. Quels sont les éléments? Les éléments, c'est d'abord le plan. D'accord. Le plan du site. Du site assorti des coordonnées. Et ça, c'est un élément technique que vos services constatent également. C'est même le travail de base, comme je vous ai dit. Le plan circonscrit le site, le périmètre dans lequel les évaluations seront faites. Okay. Donc, on ne pourra pas sortir de ce périmètre-là. Donc, c'est l'élément premier, l'élément fondamental. Ensuite, donc, il y a donc ces expertises. Et chaque administration, selon son domaine de compétences, évalue ce qui est dans le site. Les constructions, c'est le responsable en charge des constructions. Les cultures, le responsable en charge de l'agriculture. Le plan, c'est le responsable en charge du cadastre. Nous avons maintenant les terrains, c'est le responsable en charge des domaines. D'accord. Alors, à ce niveau, une fois que tous ces éléments sont constitués, commission, localité, peut-on déjà parler des expropriations? Ou alors il y a encore d'autres étapes? Non, il n'y a pas. Ce n'est que l'évaluation. Le travail de la commission, c'est... C'est de constater, évaluer, identifier les personnes qui sont dans le site, qui sont impactées, et maintenant envoyer tout le dossier, acheminer le dossier au niveau du ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Elle fait des recommandations, elle fait des... Je veux dire, il y a un rapport. Il y a un rapport, et dans ce rapport, s'il y a eu des difficultés, elles sont notées, sont relevées. S'il y a eu des omissions, elles peuvent les relever parce que parfois, vu l'urgence d'un projet, on demande à la commission d'accélérer et on vous dit, nous allons continuer les évaluations. Le projet des décrets pouvant déjà être fait, et il peut avoir un décret additif. Cette commission est censée aller sur le terrain, faire des descentes, vérifier, taper, toucher du doigt, comme il se dit. Est-ce que nous pouvons faire des évaluations dans le bureau? Ben, c'est en jamais. Ça, je ne l'imagine même pas. C'est précisément pour qu'elle aille constater. On vous dit commission de constat. Vous ne pouvez pas constater au bureau. Vous allez sur le terrain, vous constatez ce qu'il y a. Qui est d'abord là? Quels sont les investissements qu'il y a là? Ou alors les mises en valeur que nous dénombrons. Vous ne pouvez le faire que sur le terrain. D'accord. Je voudrais qu'on prenne le deuxième stop de l'émission. On va parler un peu de politique. Le SDF a célébré son 32e anniversaire cette semaine. C'était ici à Douala à travers un meeting. Meeting présidé à Douala 3e dans l'arrondissement par le vice-président national du SDF, Joshua Orsi. Compte rendu. The lead opposition party in Cameroon, the Social Democratic Front, has celebrated its 32th anniversary on Thursday, May 26, 2022. At the Brazzaville roundabout in the Douala 3 municipality, militants of the party gathered for their usual pomp and color to commemorate their 32 years of existence in Cameroon's political landscape. I do guess that I will not be able to give you all the achievements in the small time you're giving me, but 32 years is quite a long time, and the SDF has done quite a lot. I just want to note that 32 years ago there was no camera, and today I have 10 or 15 cameras in front of me. That was not obtained by the fact that journalists decided to come up one morning. It was obtained because it was a political struggle that was carried by the SDF. So we have had quite some achievements, be it on the political field, in parliament, in the institutions in parliament and in the councils. And you know very well that the situation in the Northwest and Southwest didn't permit us in 2018 and 2020 to have the electoral results you would have expected from us. But the good thing that happened in the last election, it has given us the motivation to go out there and work even harder. And we've understood as well that politics is on the field and we need to be there. And that's exactly what we're doing here today. He urged the militants to work hand in gloves for the improvement of democracy and civil liberty in the country. Well,
a dying party, people don't struggle for power in a dying party. It's because people understand that this party will be in power very soon, that they're struggling to catch up and grip the party to get there. So when you're a dying party, I mean, when you're a patient, people come with oranges and water. They don't come and beat you to take your seat. No, what you're talking about is proof of our dynamism. We called on all those here today, we called on them to come back to the family, to let's embrace ourselves and move forward. We would not want to be in a situation where we get to power and comrades in the struggle for the past 30 years are left beside. So I reiterate this call today that we have a lot of work in front of us and we need everyone. We can agree and disagree according to how we go, but we have to understand that our mission is to get to power, and our constitution dictates that we're going to get to power through the ballot, and so that is just where we stand today. It should be noted that as a leading opposition political party in Cameroon, Social Democratic Front, SDF, has contributed much to the country's political evolution. Created on May 26, 1990, the party has stood the test of time in shaping the political history in the country. 32 years down the lane has not been an easy ride, as a party has its own ups and downs. But then, SDF has been able to sail through. Poursuivons cette émission avec l'invité de ce dimanche. On en était donc à constater que le dossier pour la déclaration d'utilité publique, une fois composé sur le site, sur le terrain, le dossier entre au ministère du domaine du cadastre des affaires foncières. Une fois dans vos services, quelles sont les actions menées? Qu'est-ce qui se passe? Une fois le dossier arrivé au MINCAF, les activités à mener sont de trois ordres. D'accord. Premièrement, il faut s'assurer que toutes les personnes ont été identifiées. C'est la première étape. Donc, est-ce que tout le monde a été identifié? Est-ce que tous les documents requis sont disponibles? S'assurer que les personnes ont été identifiées, il y a des documents qui l'attestent? L'identification, c'est au niveau des CNI, c'est-à-dire des pièces d'identité ou alors des passeports, ceux qui en disposent. Okay. Maintenant, lorsque ces personnes sont identifiées, nous sommes sûrs que parfois il y a des omissions. Absolument. Il y a des biens, mais qui n'ont pas... il peut y avoir des omissions, des ajouts, peut-être par mégade. Des ajouts, bon, généralement, ce sont des omissions. D'accord. Parce que vous ne pouvez pas avoir plus de biens que de personnes. Okay. Il y a toujours moins d'identifiés. Il y a toujours moins d'identifiés. On peut avoir la même quantité de biens, mais de façon subtile. On met un bénéficiaire qui, en réalité, n'en est pas un. Non, ce serait difficile. Hein. D'accord. Ce serait difficile. Alors, lorsque nous sommes assurés de l'identification, deuxième, ce sont les documents. Est-ce que tous les documents sont disponibles, requis par la réglementation? C'est-à-dire les plans, les états d'expertise et les états d'expertise consolidés qui nous permettent d'avancer. Et de plus en plus, nous demandons la version soft pour pouvoir aller vite et être sûr que ce que nous faisons de façon manuelle, on ne peut pas faire glisser des erreurs. D'accord. Et une fois que tout cela est fait, nous avons vérifié, nous avons refait la troisième étape, c'est les calculs. On vérifie que les calculs sont pertinents. Sur les dimensions, la superficie. Non, pas sur la superficie. La superficie, les calculs, c'est pour les dédommagements. Oui, les différents états d'expertise. D'accord. Nous avons les cultures. Bon, on a dit, voilà, tant de personnes, voilà les montants qui y sont adossés. Est-ce que les calculs tels que faits par la commission sont bien faits? On vérifie donc. C'est ça, c'est l'ultime étape. Et lorsque nous avons vérifié que tout est en ordre, il y a un projet de décret d'expropriation qui est préparé à la haute attention du Premier ministre et chef du gouvernement. D'accord. Donc, naturellement, il va avec un projet de décret d'indemnisation. Okay. Donc, après l'expropriation, il y a l'indemnisation. Alors, le Premier ministre, je veux dire, supposons que la procédure se déroule normalement. Oui.
Le Premier ministre saisit du dossier et signe le décret. La procédure inverse, le document revient dans vos services pour l'exécution. C'est bien cela. Le Premier ministre ne signe pas directement. Le dossier va également à la présidente pour un visa. D'accord. Le visa de la présidente de la République. C'est un document du gouvernement, ce n'est pas un document d'une administration. C'est pour ça qu'il faut savoir que l'expropriation est tellement, comme je vous ai dit, c'est un acte grave qui va jusqu'au plus haut sommet de l'État avant que la signature du Premier ministre chef du gouvernement n'y soit posée. Maintenant, vous demandiez, une fois que le document est signé, le décret est signé, les décrets sont signés, décret d'expropriation, décret d'indemnisation. D'accord. Avant peut-être d'y revenir. Oui. Parce que je voudrais qu'on s'attarde un peu dessus. Vous êtes revenu au moins 2 ou 3 fois déjà. Quelles sont les autres administrations impliquées? Il y a le MINCAF, il y a qui d'autre comme administration dans cette procédure? Il y a le MINCAF, il y a le ministère en charge de la construction, le MINTP, MINDU. Nous avons également le MINADER pour les évaluations des cultures. Il y a le MINE pour les évaluations peut-être des canalisations, le déplacement des réseaux d'eau et d'électricité. Nous avons ce miné et puis nous avons même le mine postel qui de plus en plus est associé à ces travaux. Donc c'est vraiment une équipe interministérielle. D'accord, le décret est donc signé. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il est signé, il est retourné au MINCAF pour son exécution. Alors, une fois que le ministre des Domaines reçoit le décret signé, les décrets signés, parce qu'il y a un décret d'expropriation, ça peut être un comme avant 2019, on avait un seul décret, mais depuis 2020, il y a un décret d'expropriation et un décret d'indemnisation. Lorsque les décrets reviennent, le ministre des Domaines transmet et au maître d'ouvrage, c'est-à-dire à l'administration qui a sollicité l'expropriation, un exemplaire pour mobilisation des indemnisations, des ressources nécessaires pour payer les indemnisations, et un exemplaire au président de la commission de conseil d'évaluation compétente pour large diffusion et préparation de la cérémonie, on pourrait dire, de la cérémonie de paiement des indemnités. Et en plus, il lui est demandé de faciliter la prise de possession du site ainsi exproprié par l'administration qui aura sollicité ce site-là. D'accord. Troisième stop dans cette émission, parlons de l'emprunt obligataire. Le Cameroun a lancé donc sur le marché sous-régional à partir de Libreville au Gabon, où le ministre des Finances y est rendu, un emprunt obligataire de 200 milliards de francs CFA. Pour les détails, Mireille Sabzayaouni. C'est ce 23 mai 2022 que le ministre des Finances a bouclé le roadshow de l'emprunt obligataire 2022, à travers lequel l'État du Cameroun entend désormais mobiliser plus que les 200 milliards de francs CFA initialement sollicités. Louis-Paul Motazé indique que l'État vise désormais l'objectif d'atteindre 250 milliards de francs CFA. Le taux d'intérêt de cet emprunt obligataire est de 6,25% au lieu de 6% comme antérieurement fixé. La durée de cet emprunt est de 7 ans. Le minimum des souscriptions est de 30 titres obligataires. Le ministre des Finances n'a eu de cesse d'exprimer les énormes besoins de financement du Cameroun auprès des investisseurs qu'il a tour à tour rencontrés au Cameroun, tout comme au Gabon et en République du Congo. Après cette opération de charme en direction des investisseurs, les souscriptions auprès des 27 membres du syndicat de placement répartis sur l'ensemble de la zone CEMAC devraient s'achever ce 25 mai 2022 et les résultats devront être rendus publics, soit le 2 juin prochain. Il faut rappeler que les 4 premiers emprunts ont été intégralement remboursés par le pays. Le 5e s'achèvera en novembre 2023. Cette 6e opération est entièrement garantie par l'État du Cameroun. À cet effet, un compte séquestre a été ouvert dans les livres de la BEAC et approvisionné régulièrement en prévision des échéances de remboursement sous le contrôle de la représentation de la masse des obligataires qui sera mise en place. Alors, peut-il arriver dans tout le processus qu'on vient de parcourir? Je rappelle à nos téléspectateurs qui nous prennent à l'instant, évidemment, que nous sommes en train de voir comment au Cameroun se déroule la procédure d'obtention d'une DUP, déclaration d'utilité publique, mais également les procédures, comment se passent les procédures d'expropriation
et d'indemnisation des personnes pour ces causes-là, causes d'utilité publique. Alors, je voudrais demander, est-ce qu'à un moment donné de la procédure, on peut constater peut-être que dans le processus, il y a eu des manquements, et peut-on les refaire? On en a cité quelques-uns tout à l'heure. Peut-être une absence d'une entité représentative dans la commission, peut-être un document qui a été sous-évalué ou surévalué. Donc, puisqu'on parle souvent il y a des problèmes au niveau des indemnisations. Souvent, on indexe la mercuriale. D'autres fois, on parle de sous-évaluation. Est-ce que dans ce processus-là, il peut arriver à un niveau, peut-être avant l'arrêté du ministre, ou après le décret, ou après le décret du Premier ministre, qu'on constate qu'il y a eu des défaillances? Et peut-on y revenir avant peut-être de procéder à l'exécution, à la mise en œuvre de la décision? Oui, député, tel que le dispositif est mis en place, c'est qu'il y a des erreurs qui peuvent arriver. Absolument. Et lorsqu'il est avéré qu'elles sont arrivées, il y a une procédure de révision des travaux de la commission de constat et d'évaluation. C'est-à-dire, nous avons par exemple constaté qu'il y a eu omission de telle ou telle personne dans les évaluations, parmi les personnes impactées. Peut-être qu'il y a eu tel ou tel bien qui n'a pas été intégré dans l'évaluation. La commission de constat et d'évaluation va faire un travail complémentaire. Et son rapport serait également transmis dans les mêmes conditions que le rapport principal pour qu'on puisse préparer un décret d'indemnisation additif. Okay. Donc, lorsqu'il y a des erreurs, on peut le faire. Et maintenant, il peut arriver que la superficie ne soit pas celle qui aurait dû être. Là, c'est un décret rectificatif du décret d'expropriation pour cause d'utilité publique. Si vraiment il est avéré que ce n'est pas le périmètre, ce n'est pas le site. Le site ne correspond pas à ce qui avait été demandé au projet. Alors là, on va rectifier le décret d'expropriation pour cause d'utilité publique. Par exemple, nous avons le cas au niveau de la construction du marché, de l'hypermarché Carrefour, où il y a eu... À Yaoundé. Oui, il y a eu un titre foncier qui a été omis. On a dû préparer un décret rectificatif. Un décret rectificatif de la superficie, parce que ce titre foncier-là ne faisait pas partie, mais comme il a été incorporé, il fallait donc rectifier ce décret-là. Et nous avons préparé les éléments pour. Et ça a été exécuté. Alors, l'autre chose que je voudrais savoir, peut-on signer une déclaration d'utilité publique, exproprier et penser aux indemnisations pour l'intérêt d'un privé? C'est un peu le cas, je veux dire, pour certaines situations, comme dit Kolo. Bon, nous n'allons pas rentrer dans les débats intérêt privé, intérêt public. On peut en discuter tout le temps. D'accord. Mais je voudrais vous faire savoir, vous faire connaître que ce cas que vous citez n'est pas le premier. Je vous ai cité le cas du marché, du hypermarché Carrefour. D'accord. Personnes ont été expropriées et un contrat de bail a été signé avec la société Sojincam qui réalise les travaux. Et je crois que c'est l'illustration, la même illustration du cas que dont vous voulez parler. Donc vous allez dire que la construction de l'hypermarché serait un intérêt privé? Non. C'est l'État qui prend le terrain, qui le met à la disposition. Il n'a pas vendu, mais il l'a mis à la disposition par voie de bail. Et où ce dernier paye une redevance foncière, une redevance domaniale chaque année à l'État. Nous avons encore le cas de l'hôtel du Lac. Là, c'est beaucoup plus parlant. Si vous connaissez le quartier Lac à Yaoundé, qui y réside? Ce sont les hauts responsables de l'administration. Le Premier ministre quelque part de ce côté, par exemple. Voilà.
Alors, des hauts responsables ont été demandés à partir, d'autres ont été expropriés pour mettre à la disposition des partenaires qui vont construire l'hôtel du lac. Donc, ce n'est pas un cas isolé. Mais cependant, s'il y a eu peut-être des problèmes ou alors des omissions, il y a des voies de recours que nous pouvons tous faire valoir. Donc, lorsque vous êtes un pays en développement, en construction comme le nôtre, ces cas-là arriveront toujours, mais le souci devrait être que ce soit conformément au texte en vigueur. Donc on peut penser à l'indemnisation. Oui. D'accord. Parlons d'autre chose à présent pour repartir à nouveau au niveau des reportages et parler de cette autre actualité qui a évidemment saisi l'opinion tout au long de cette semaine, ou du moins depuis jeudi dernier. L'interpellation de Émile Parfait Sim, ce Camerounais qui a lancé une forme de crypto-monnaie dont un certain nombre d'autres personnes y ont mis de l'argent. L'actualité a fait la une depuis pratiquement la fin de l'année dernière. Il a donc été brièvement interpellé, entendu par le procureur, le président du tribunal du centre administratif à Yaoundé. C'était jeudi et puis relaxé. Reportage. Promoteur de la société Global Investment Trading, plus connu sous le nom de Liplemal, spécialisé dans les placements en crypto-monnaie, Émile Parfait Sim a été arrêté au petit matin du 26 mai à l'aéroport de Douala, de sources judiciaires. Il tentait de quitter le Cameroun par un vol de la compagnie aérienne Royal Air Maroc à destination de Marrakech, où il comptait prendre part à une conférence sur la crypto-monnaie. Selon ses avocats, il a été informé qu'un mandat d'amener a été décerné contre lui par le procureur de la République du tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, suite à une plainte déposée à la police judiciaire à Yaoundé par le collectif Universal Lawyer, un collectif représenté par des juristes de renom dont Dominique Fous, qui a saisi début 2022 le tribunal criminel spécial pour défendre une centaine de souscripteurs du produit Liplemal qui ne parvenaient plus à entrer en possession du fruit de leurs investissements. Interrogé tout récemment sur le plateau de Face à l'actu sur STV, Émile Parfait Sim a tenté de clarifier la situation. Du mois d'août 2017 au mois d'octobre, novembre même 2017, j'ai connu beaucoup de problèmes. C'est-à-dire l'activité consistait, notre entreprise consistait à vendre et acheter. Moi, trader, je savais comment faire fructifier mes crypto-monnaies en ligne. Et donc, de l'autre côté, j'avais des gens qui voulaient acheter les crypto-monnaies parce que beaucoup auraient appris que Sim a gagné de l'argent dans les crypto-monnaies. Et donc, tout le monde voulait y investir pour gagner un peu d'argent. Sauf que ceux qui venaient acheter ne comprenaient pas réellement le fonctionnement et donc achetaient, je vais dire comme ça, par suivisme. Mais chaque fois qu'ils achetaient les crypto-monnaies chez moi et qu'ils rentraient chez eux, lorsque ça perdait de la valeur, n'est-ce pas, ils revenaient vers moi pour que je leur rembourse leur argent. C'est-à-dire, voyons, quelqu'un achète 1000 pièces de verge, parce que j'en avais beaucoup à l'époque, 1000 pièces de verge qui valaient, par exemple, $100. Lorsqu'il arrive chez lui, les 1000 pièces de verge sont toujours là, mais valent, par exemple, $80. Donc, on perdu $20. Et donc, la personne ne comprenant pas le fonctionnement revenait vers moi pour que je lui rembourse son argent parce que considérait comme étant l'escroquerie. Absolument. Et donc, j'étais contraint, parce que parfois on se retrouvait devant les gendarmeries, à lui rembourser parce que personne dans cet environnement ne comprenait réellement ce qui se passait. Et la personne me remboursait mes crypto-monnaies. Et, n'est-ce pas, moi, je lui remboursais son cash. Ces explications n'ont certainement pas rassuré les souscripteurs. En sa qualité de représentant légal de la société, Émile Parfait Sim aurait été convoqué plusieurs fois par les forces de l'ordre, mais ne se serait jamais présenté. Son interpellation ce jour vise ainsi à le contraindre à comparaître face aux accusations d'escroquerie émises par les nombreux souscripteurs. L'on parle des dizaines de milliards de francs CFA qu'il aurait indûment empochés depuis 2017. Il faut préciser donc qu'Émile Parfait Sim est libre sous caution. Il va, dans les jours à venir, se présenter ici à Douala pour la suite de cette affaire-là. Revenons à notre invité, Roger Raoul Bélibi. Il est là ce soir pour nous parler de ces procédures d'indemnisation et autres.
Alors, indemnisation, déclaration d'utilité publique, expropriation. Alors, monsieur le directeur, maintenant, nous retournons dans vos services. Il faut continuer la procédure. Qu'est-ce qui se fait après? Comme je l'ai dit précédemment, la procédure, c'est de notifier les décrets et aux demandeurs de l'expropriation et au président de la commission de constat et d'évaluation. Non seulement pour paiement des indemnités, mais également pour prise de possession du site concerné. Pour ce qui est du paiement des indemnisations, il y a un arrêté du ministre en charge des domaines qui organise comment est-ce que le paiement va se réaliser, notamment sous la présidence du président de la commission de constat et d'évaluation, qui sensibilise, après avoir sensibilisé tous les concernés, les personnes concernées, et ensuite il a organisé des séances de paiement qui peuvent se passer soit au niveau de la préfecture, soit au niveau des chefferies si le linéaire est assez étendu, tout le monde ne pouvant pas se retrouver à la préfecture, c'est au niveau des chefferies que la commission se déplace. Et une fois, et ce paiement ne se fait que lorsque l'administration qui a sollicité l'expropriation a décaissé les fonds nécessaires. Et une fois que vous êtes payé, je crois, la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique est achevée. Pour le moins, les victimes, les personnes impactées, ont 6 mois après la signature du décret d'expropriation pour libérer le site. Mais généralement, ça va à 2 ans, 3 ans. Tant que le projet n'est pas encore prêt à débuter, les uns et les autres continuent à occuper l'espace. Alors, dans tout ce cheminement-là, peut-il, ou alors vous est-il déjà arrivé qu'à la fin du processus, décret signé, au moment d'indemniser et tout, vous vous rendez compte qu'il y a de véritables vices? Par exemple, que des familles n'aient pas été contactées, ne veulent pas, ou du moins qu'il y ait des destructions qui ne sont pas conformes au décret, au-delà peut-être de la superficie souhaitée, voulue, qu'il y ait peut-être des vices ou des confusions sur les titres, la référence des titres, superficie et autres. Est-ce que tout cela, ces cas sont déjà arrivés aussi loin que vous remontez votre expérience dans ce ministère? Je vous ai dit tout à l'heure que des manquements, il y en a souvent. Toute œuvre humaine est susceptible d'avoir des erreurs. C'est pour ça qu'il y a souvent des omissions ou alors des erreurs même. Mais il y a des mécanismes prévus par les textes pour rattraper ces erreurs. Dans ces mécanismes-là, oui, allez-y, je vous laisse poursuivre. Oui, voilà. Je sous-entends votre question en sous-entendu. Il y aurait un titre foncier dans le cas de Dicolo, pour ne pas le citer, qui ne serait pas dans le périmètre, dans le site. Absolument. J'ai dit non et j'ai dit faux. Hein? Ouais, j'ai dit non et j'ai dit faux. Pour ce cas précis. Donnez-moi le temps d'essayer de me présenter pour que vous compreniez. Allons-y. Vous savez, l'établissement des titres fonciers, lors des années d'indépendance, était centralisé. C'était concentré au niveau des services centraux. Mais progressivement, il y a eu une déconcentration. La première déconcentration s'est faite au niveau provincial, parce qu'à l'époque, c'était des provinces. Donc, le conservateur foncier était d'abord au niveau central, après au niveau provincial. Et en 2004, on a plutôt préféré, dans la politique de rapprochement des administrés de l'administration, de ramener les conservations foncières au niveau des départements. Et en 2012, compte tenu de la forte pression foncière dans les villes, dans les départements du Mfundi et du Vouri, ces conservations foncières ont éclaté. Ils sont partis d'une conservation foncière à tout.
Alors, dans l'Ofundi, vous avez la conservation foncière de Ofundi A, Ofundi B et Ofundi C. Dans le Vouri, vous avez Vouri A, Vouri B et Vouri C. Si je l'ai dit, c'est pour que vous compreniez et que les téléspectateurs comprennent. Absolument. Ils comprennent qu'il y a confusion. C'est-à-dire, le titre foncier 750, bar W, c'est-à-dire bar Vouri, est différent du titre foncier 750, bar Vouri A. Le titre foncier 750 bar Vouri, il a une superficie initiale de 1500 mètres carrés, qui a connu une diminution de 300 et poussières de mètres carrés. Et il est situé à Douala, lieu dit Bonaprison. Vous voyez que nous sommes déjà très loin de Dédou. Maintenant, le titre foncier 750 bar Vouri A, c'est-à-dire WA, c'est lui qui est de 242 mètres carrés. Qui a été établi... 250 mètres carrés, en fait. Parce que 242. Ah d'accord, oui, 42 exact. Oui. Oui. Et il a été établi en 2019, pendant que le premier dont j'ai parlé a été établi en 1973. En fait, c'est Bali. En fait, dans la... Oui, Bali. Il est là. Celui qu'on excipe, dont vous parlez, c'est lui qui a les deux. Et c'est lui qui a été établi en 2019. Donc, vous voyez qu'il y a confusion. Et je voudrais que l'opinion le sache, que ce n'est pas de ce titre foncier, il n'y a pas eu confusion de titre foncier. Ce titre foncier est bel et bien sur le site. Tout le monde peut le vérifier au niveau des services du cadastre. D'accord. Ça, c'était l'un des pans de la question. Maintenant, je veux dire, dans les réparations, puisqu'on est toujours dans ce cas, on peut évacuer ça assez rapidement. Il y en a qui estiment qu'ils n'ont pas été consultés, qui n'ont pas été... d'abord, qui ne sont même pas d'accord. Bon, je ne sais pas si on peut contester une DUP, puisque c'est une déclaration d'utilité publique, qui estiment qu'ils n'ont pas été consultés, qu'ils n'ont pas été impliqués dans tout le processus. Peut-on, sur cette base-là, refaire le schéma de cette indemnisation, c'est-à-dire, maintenant que les maisons ont été cassées, dans la réparation, peut-on dire, OK, on s'est trompé, les pouvoirs publics peuvent dire, on s'est trompé, on restitue aux populations concernées leur site et on pense aux indemnisations conformément éventuellement aux dommages qui auraient pu être causés. Par rapport à cette question, nous avons tous écouté le gouverneur tout à l'heure. Exact. Alors, il nous a dit, il a mis sur pied une commission qui a 1 mois. Donc, attendons ce mois-là. Les propositions, les recommandations de cette commission permettront au gouvernement de se prononcer sur la question. D'accord. Retournons à la régie avec cet autre reportage. Cette fois, on va au ministère de l'Enseignement supérieur pour une actualité académique, mais qui concerne les pharmacies. Il a rencontré effectivement les acteurs de ce domaine pour en parler. Suivez plutôt. Au thème des 2 jours des travaux convoqués par le ministre des Enseignements supérieurs dans le cadre de la 10e session de la Commission nationale de la formation médicale, pharmaceutique et odontostomatologique du Cameroun tenue à Yaoundé, les commissaires ont pris entre autres résolutions que désormais, pour les formations, la détermination du nombre de places à ouvrir en cycle de spécialisation et d'internat sera faite après l'expression des besoins du ministère de la Santé publique et la validation de la capacité d'accueil et d'encadrement de la faculté de médecine et des sciences biomédicales de l'Université de Yaoundé 1. Cette commission décide également de la levée de 2 ans d'ancienneté comme condition d'éligibilité à compter de l'année académique 2022-2023 en conformité avec le décret du 19 janvier 1987, en vue de permettre au personnel de la santé de répondre avec efficacité aux aspirations légitimes des populations à une meilleure prise en charge médicale. La Commission décide de la mise en place d'un système de formation continue pour le renforcement des capacités à travers la mise sur pied des hôpitaux et écoles qui seront en d'autres termes des centres de simulation. Pour faire face au cas de pied-bottes aux malformations génitales au Cameroun, les commissaires décident de l'intégration et de la généralisation de la méthode Ponseti dans le curricula de formation des médecins
dans les établissements de formation médicale. Aussi, dans l'optique de permettre aux professionnels de la santé de prendre en compte de manière optimale les pathologies dont souffrent les populations camerounaises et d'ailleurs, les commissaires conviennent de l'intégration des filières orphelines, des spécialisations des pharmaciens et des chirurgiens dentistes dans les établissements de formation médicale. Enfin, la commission décide de la mise sur pied d'un comité technique co-présidé par le recteur de l'Université de Yaoundé 1 et le représentant du ministère de la Santé publique à l'effet d'accélérer la réflexion sur le statut académique à conférer aux médecins spécialistes qui assurent l'encadrement des étudiants dans les formations hospitalières. Roger Raoul Bélibi, je vous soumets un petit exercice peut-être de statistique. Depuis que vous êtes en fonction à la direction des domaines là-bas, si on vous demande de faire une forme de statistique sous la forme de pourcentage, est-ce que vous pouvez nous dire à quel pourcentage d'erreurs ou d'omissions sur les dossiers vous parviennent sur le terrain quand vous recevez les rapports des commissions, si vous faites une évaluation? Il serait difficile pour moi de vous donner un pourcentage. Mais je sais qu'à chaque fois qu'il y a une procédure, il y a des possibilités de réclamation. Et c'est lorsque nous avons des réclamations que nous saisissons à nouveau la commission compétente. Il est difficile pour moi de vous dire un pourcentage, de vous donner un chiffre. Vraiment, je ne peux pas le donner puisque ce n'est pas comme ça qu'on pourrait voir la chose. Et vous pourriez peut-être dire, est-ce qu'il y a beaucoup de réclamations? Je vais vous dire oui. Pourquoi? À cause déjà du niveau de développement de notre pays. Par exemple, vous avez une procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique dans certaines régions de notre pays où les personnes n'ont pas de CNI. Il est difficile pour la commission d'identifier les personnes. Vous êtes dans la partie septentrionale, vous avez des personnes qui sont des nomades. Quand la commission passe, il est difficile de pouvoir cerner toutes ces personnes-là. Et à ce moment-là, lorsque les uns et les autres se retrouvent dans cette situation, naturellement, il y a des requêtes qui peuvent prévoir. Donc, vous donner un pourcentage, c'est très difficile. Maintenant, dans les cas de réévaluation, vous recontactez l'évaluation, ça se fait sur la base de quoi? De la mercuriale, comment sont fixés les prix d'indemnisation? Disons que nous ne parlons pas de mercurial. En ce qui nous concerne, nous avons des barèmes de prix. Donc, par exemple, en ce qui concerne l'évaluation des terrains, ce sont les prix minima, c'est-à-dire le prix minima des domaines privés de l'État lorsque un titre foncier a été élaboré par voie d'immatriculation directe. C'est le prix minimum du terrain du domaine privé de l'État, du mètre carré du domaine privé de l'État dans la localité qui est comme base de calcul majoré à la... non, là-bas, il n'y a même pas de majoration. Donc, majoré de 25%, oui, de plus en plus. Donc, vous voyez qu'à ce niveau-là, il est parfois un peu difficile de vous mettre dans une dynamique de réévaluation où on ne peut pas réévaluer. On peut juste évaluer, revoir si on a oublié quelque chose ou si on a peut-être par erreur baissé le prix. Maintenant, les prix, les barèmes par rapport aux constructions, il y a un arrêté du MINU qui fixe les barèmes d'évaluation. Par rapport aux cultures, il y a un décret de 2003 qui fixe les prix, les barèmes d'évaluation. Donc, ce n'est pas, il faut que je le dise, ce n'est pas au prix du marché. D'accord. Il n'y a pas une mercuriale prix du marché. Nous suivons les textes en vigueur. C'est ça. Vous savez, les agents publics que nous sommes sont encadrés dans leur action par les lois et règlements de la République. D'accord. Voilà. Et lorsque, par exemple, malgré toute l'autorité qui qu'entoure une DUP, un propriétaire, lui, il veut pas céder son espace,
Bon, quand nous parlons déjà d'expropriation, est-ce qu'il y a une négociation? C'est l'État qui utilise son impérium pour récupérer l'espace dans les conditions fixées par la loi. Vous ne pouvez pas aller contre l'expropriation, mais vous avez droit à une juste et peut-être préalable indemnisation. Mais vous ne pouvez pas vous opposer à une expropriation. Le gouvernement reçoit des États-Unis à travers l'ambassadeur de ce pays au Cameroun, plus de 80 millions de dollars, de francs, du moins. Le reportage nous en dira plus. Il s'agit d'une aide en réalité pour lutter contre le VIH-Sida. L'événement s'est fait entre l'ambassadeur de ce pays à Yaoundé et le ministre de la Santé publique. Reportage. 80 millions de dollars américains, c'est effectivement le montant de l'enveloppe que le ministre camerounais de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, a reçu des mains du nouvel ambassadeur américain Christopher John Lamoura. L'enveloppe ainsi offerte sera affectée aux activités dans le pays de la Fondation Elizabeth Glusser pour la lutte contre le sida pédiatrique qui assiste le gouvernement pour faire en sorte que 95% des personnes vivant avec le VIH-Sida connaissent leur statut sérologique, que 95% d'entre elles soient mises sous traitement antirétroviral et que la même proportion, soit 95% également, voient leur charge virale supprimée. Une autre partie de cet argent devra être consacrée au plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida, ayant permis depuis janvier 2020 d'éliminer tous les frais des services hospitaliers liés au VIH. Rappelons que selon les données du ministère camerounais de la Santé publique, entre 2004 et 2020, le taux de prévalence du VIH-Sida est passé de 5,6% à 2,7% au sein de la population âgée entre 15 et 49 ans dans le pays. Le nombre estimé de nouvelles infections ayant également connu une baisse jugée considérable. On va donc pour reprendre cette dernière ligne de l'émission pour évidemment d'abord davantage comprendre ce phénomène des DUP, déclaration d'utilité publique, expropriation, indemnisation et puis en tirer les conclusions. Peut-être du haut de votre expérience, Roger Raoul, je veux dire, vous, comment est-ce que vous appréciez ces réactions des populations qui, malgré souvent l'encadrement juridique, le pouvoir régalien, évidemment se sentent frustrés, se sentent... Est-ce que, surtout lorsque les gens ont peut-être fait des investissements sur leur terrain et que l'indemnisation, la contrepartie n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'ils attendent? En tant qu'humain, je crois que on ne peut que être compatissant lorsque un compatriote, une personne se retrouve sans toit, ou alors va se retrouver délaissé de son bien. Mais une fois passé ce moment d'émotion, on se demande pourquoi on le fait et qu'est-ce qui est envisagé pour accompagner celui-là qui se retrouve dans cette situation délicate ou alors précaire. Bon, je vais vous faire une petite anecdote qui me concerne personnellement. Vers la fin des années 70, pendant que je faisais mes premiers pas à l'école, comme d'habitude, ma grande sœur et moi, nous rencontrons à midi. À l'époque, il y avait la pause de midi. On est content que tout à l'heure, on va rencontrer la maman et puis on aura un encas et c'est bien. Désagréable a été notre surprise. Notre maison n'existait plus. Vous voyez un enfant qui ne voit plus sa maison. Elle a été détruite? Détruite. Par la force publique? J'en viens. D'accord. Alors, pendant que nous voyons, il y avait un mouvement incessant qui essayait d'attraper une tôle pour aller sauvegarder qui... Alors là, notre repas n'était plus d'actualité. Nous avions, enfin, nous à l'époque on était insouciants, ce qui nous faisait mal, c'était notre maison détruite. Elle était détruite pourquoi? Parce qu'on mettait en œuvre un décret d'expropriation pour cause d'utilité publique. Et ce jour-là,
il y avait déjà eu des mises en demeure. Et ce jour-là, l'administration est passée à l'acte. S'il vous plaît, nous n'avions pas où aller. Donc quand je vois ces populations, je me rappelle ce jour, je me rappelle toujours ce jour, avec une mémoire d'enfant, mais c'est collé-là, parce que c'était grave. Mais par la suite, nos parents nous ont trouvé un gîte, après avoir squatté chez un oncle pendant un certain temps. Mais la petite histoire, c'est que quelques années après, c'est au lycée d'Nkoleton, qui a été bâti sur ce site, que j'ai eu et mon probatoire et mon bac. Ouais. Ce jour-là, je ne suis pas sûr que je me rappelais qu'on avait détruit notre maison. C'est pour dire quoi? Il faut voir pourquoi cette procédure est utile. Peut-être y a-t-il des dégâts. Y a-t-il matière à être un peu émotif? Mais nous nous disons, c'est pour la bonne cause. Tant que c'est pour la bonne cause, et tant que les lois et règlements ont été respectés, je crois que nous devons faire l'effort d'être des citoyens de grande qualité, des citoyens honnêtes, parce que nous devons construire notre pays. Mais plus qu'on en parle de temps en temps, je veux dire, il y a aussi cette autre question. Les gens se disent, mais délocaliser des propriétés sur la base d'une DUP alors qu'on veut installer un hôtel, est-ce que ça a un impact? Est-ce que ça a un intérêt général? Est-ce que ça a un intérêt public pour le Cameroun? L'hôtel qui en plus n'appartient même pas à l'État, plutôt à un particulier. Comme je vous ai dit tout à l'heure, intérêt public, intérêt particulier, le débat, on pourra en faire jusqu'à demain matin. Mais, ce qui est utile, c'est que l'État a récupéré le terrain. L'État a mis à la disposition d'un partenaire privé qui doit construire un hôtel, qui va créer des emplois. Déjà, et même au niveau du plan architectural, cet endroit, si j'ai des souvenirs exacts, est prévu dans le cadre du plan d'occupation des sols, du plan directeur d'urbanisme de la ville de Douala, est prévu pour des complexes hôteliers. Donc ça veut dire que c'est un intérêt public, parce qu'au-delà de tout, il y a un aménagement global d'abord, et puis nous aurons et des emplois et des capacités d'accueil un peu plus grandes, et l'État pourra engranger des revenus pour l'accroissement de ses recettes. Ben, je voudrais vous dire merci. Merci de nous avoir donné quelques éclaircies sur ces procédures-là. Évidemment, l'actualité aidant, il fallait bien qu'on en sache, qu'on en dise un mot. Et ce soir, vous nous avez permis de comprendre. Vous avez peut-être un dernier mot. Je voulais simplement dire que nous devons, tous citoyens, tant l'administration, œuvrer à ce que les décisions prises dans le cadre du développement du pays soient faites dans le cadre du respect strict des textes et lois en vigueur. Peut-être ne sont-elles pas celles que nous aurions souhaitées. Tant que les politiques n'ont pas encore cru devoir bon de les aménager, nous devrons les respecter. Et je voudrais également vous remercier de m'avoir accueilli sur votre plateau et de m'avoir prêté votre tribune pour que je puisse éclairer les téléspectatrices et les téléspectateurs de STV, Spectrum Télévision. Et je vous remercie et je crois qu'il y aura d'autres fois pour pouvoir échanger comme aujourd'hui. Bon retour sur Yaoundé. Roger Raoul Bélibi, il est administrateur civil principal, directeur des domaines au ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Merci à vous également, madame, monsieur, d'avoir regardé cette autre émission. Évidemment, l'intérêt était de comprendre un peu ce qui se passe dans cette actualité, notamment autour de ce qu'est la déclaration d'utilité publique, de ce qu'est une expropriation et une indemnisation.
bonsoir et à dimanche prochain. Demain, c'est lundi d'avance. Bon début de semaine.